Le souffle de l'aube apportait avec lui cette sérénité du sud, imprégnée de jasmin et d'évaluation silencieuse. J'étais immobile, de l'autre côté de la grille, en fer forgé, qui protégeait la chapelle de San Isidro, l'endroit où le cercueil d'Esteban reposait entre vitraux et prières solennelles. Depuis ma position sur le trottoir, je pouvais observer la scène complète. Le corbillard d'un noir brillant, la procession de Weus et de berlines haut de gamme, et les proches qui entraient, certains le regard bas, d'autres esquissant des sourires de convenance leur portable en silencieux. Et à l'épicentre de tout, ma fille. Amalia attendait au pied de l'escalier principal. Ses mains, croisées avec une délicatesse étudiée sur un sac à main, arborant ses initiales brodées, complétaient une robe noire qui épousait sa silhouette avec une précision millimétrique. Elle portait le deuil comme si elle défilait sur un podium, avec une élégance étudiée et parfaite. Elle voulait projeter l'image de l'héritière inconsolable, mais rien dans sa performance n'était authentique. Ni les larmes qu'elle essuyait avec un mouchoir en lin, ni les salutations qu'elle adressait à des amis de la famille qu'elle n'avait pas vus depuis des années, et encore moins la façon dont elle releva le menton, en remarquant ma présence de l'autre côté de la rue. Avant que je ne puisse avancer d'un seul pas, 2 individus vêtus de costumes d'un gris sobre se matérialisèrent de chaque côté de la grille. « Madame Morales !» articula l'un d'eux, évitant mon regard. « Nous avons reçu pour instruction de vous informer que votre accès n'est pas autorisé. » Je clignai des yeux, doutant d'avoir bien compris. « C'est l'enterrement de mon mari », répliquai-je dans un murmure, cherchant à garder mon sang-froid. J'ai rédigé son premier testament. J'étais à ses côtés lors de 3 interventions chirurgicales. Nous nous sommes mariés dans cette même chapelle. Le plus jeune homme, à ses côtés, montra un signe de tension. « Nous sommes désolés, madame. Il s'agit d'un événement à caractère privé. Mademoiselle Amalia Morales exerce un contrôle absolu sur la liste des invités. » Mon téléphone portable vibra dans mon sac. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir qui était l'expéditeur. Pourtant, je le sortis. Un unique message, une seule phrase. « S'il te plaît, ne complique pas davantage les choses. » Je contemplais l'écran. Ces mots me blessèrent plus profondément que la barrière imposée par les gardes. Elle ne voulait pas de scène. Elle ne voulait pas de moi ici. Pas à ce moment-là, pas sous le regard inquisiteur de l'élite de Mérida. Je fis un pas en arrière, lentement. Le bruit de mes talons contre le pavé de pierre résonna dans le silence. Je ne versai pas de larmes. Je ne commençai pas de dispute. Je restais simplement là, observant comment ma propre fille enterrait son père et, par la même occasion, m'enterrait avec lui. Ce soir-là, je me retrouvais dans la solitude de la cuisine, les mains serrant une tasse de camomille qui refroidissait sans que je la boive, le regard perdu dans le vide. La maison était plongée dans un silence écrasant, un silence déplacé pour une journée qui aurait dû se terminer entre discours d'adieu et pleurs partagés. À la place, la journée s'acheva avec des gardes de sécurité et un SMS qui ressemblait à une ordonnance de restriction. La douleur qui m'oppressait la poitrine n'était pas précisément le deuil. C'était autre chose, le constat que cette situation n'était pas un événement soudain. Elle se préparait depuis des années. Amalia n'était pas une enfant cruelle, mais même dans son enfance, son sourire avait une nuance particulière, charmant, en surface, mais excessivement calculé pour son âge. J'avais l'habitude de l'interpréter comme un signe d'intelligence. Peut-être l'était-ce, ou peut-être s'agissait-il d'autre chose. Je me souviens encore de cet été où elle a eu 12 ans.
Elle prit mon chéquier et falsifia ma signature pour acheter des bottes d'équitation blanches. Quand je découvris le reçu caché sous son matelas, elle ne pleura ni ne supplia ma clémence. Elle sourit, non pas de joie, mais avec la certitude de celle qui se sait si aimée qu'elle ne serait jamais abandonnée. Et je lui pardonnais. Bien sûr, je lui pardonnais toujours. Récital de piano, genoux écorchés, promesses non tenues déguisées en caprices d'adolescente. Je lui pardonnais absolument tout. Je me persuadais que c'était mon devoir. C'est moi qui l'ai élevé, pratiquement seule, tandis qu'Esteban voyageait de ville en ville, plus occupé à lever des capitaux qu'à élever ses enfants. C'est moi qui suis restée, qui ai préparé les déjeuners, qui l'ai consolé lors de ses chagrins d'amour, ignorant chaque signal d'alarme. Et maintenant, j'étais là, à boire du thé dans une maison déserte, pendant que ma fille faisait ses derniers adieux à mon mari sans moi. Un son m'alerta d'un nouveau courriel. J'ouvris l'ordinateur portable avec une lourdeur que je ne pouvais définir. L'objet était laconique et professionnel. Règlement de la succession. Esteban Morales. En pièce jointe, un fichier PDF scanné. La signature était récente, et le langage, sans équivoque. Tout, chaque centime, chaque bien immobilier, y compris la majestueuse résidence de l'avenue Colomb, revenait à Amalia. Seule. Aucune mention de ma personne. Je le lus 2, 3 fois. Le thé était déjà glacé, mais mon pouls commençait à s'accélérer. La fille que j'avais élevée ne m'avait pas seulement bannie de l'enterrement, elle m'avait éradiquée de son héritage. Et pourtant, au plus profond de mon être, une certitude me disait que ce n'était pas encore la fin. Je conduisis jusqu'au manoir juste au lever du jour, quand le ciel conservait encore une teinte violacée, vestige de la nuit. Mes mains s'agrippaient au volant avec une force inutile. Je n'avais pas réussi à dormir. Trop d'échos résonnaient dans mon esprit, trop de questions qui ne cherchaient pas de réponse, mais une simple reconnaissance. En tournant sur l'avenue Colomb et en apercevant la maison, je sentis que l'air me manquait, non pas parce qu'elle semblait différente, car de loin, ce n'était pas le cas. La façade de pierre grisâtre, les hautes fenêtres, le lierre qui s'accrochait avec obstination aux murettes, tout restait inchangé, jusqu'à ce que mon regard se pose sur le jardin. Les roses n'étaient plus là. Le vaste parterre de roses anglaises, qu'Esteban et moi avions planté pour célébrer notre 25e anniversaire de mariage, avait été arraché jusqu'à la racine. À sa place, s'étendait désormais une couche de gravier blanc et brillant, flanquée de 2 pots symétriques, avec des palmiers importés. Une image froide et sans vie. L'ensemble évoquait l'entrée d'un hôtel de luxe, pas celle d'un foyer. Je me garai sur le bas-côté et descendis de la voiture avec des mouvements lents et délibérés. Le crissement de mes talons sur le gravier m'accompagna, tandis que je m'approchais de la porte principale. À travers les hautes fenêtres, j'entrevis le vestibule. Là où pendaient autrefois les portraits de notre mariage et du baptême d'Amalia, étaient maintenant accrochées des toiles abstraites et décolorées, un ensemble de lignes et de triangles dépourvus de mémoire. La porte s'ouvrit avant que j'aie eu la chance de frapper. Une jeune employée de maison, que je ne reconnus pas, me regarda avec des yeux démesurément ouverts. « Je viens voir la maison », déclarai-je avec un calme qui contrastait avec la douleur dans ma poitrine. Elle hésita. « Mademoiselle Morales nous a donné des instructions très claires. Vous n'êtes pas autorisée à entrer, madame. » Je suis vraiment désolée. Sa voix se réduisit à un murmure. Elle a dit que vous ne faites plus partie de la famille. Je hochai la tête une seule fois, non pas en signe de conformité, mais pour clore ce chapitre. Je fis demi-tour et retournai vers la voiture, mes pas prudents sur le gravier qui avait supplanté le jardin
qu'Esteban avait l'habitude d'entretenir en pantoufles, tout en fredonnant faux. Je m'installais sur le siège du conducteur et contemplais le manoir pendant un long moment. Le soleil du matin frappait les fenêtres, mais sa lumière ne transmettait aucune chaleur. C'était comme être face à un musée qui avait été autrefois votre maison, un lieu rempli d'objets que vous reconnaissiez, mais désormais organisé par quelqu'un d'incapable de comprendre leur véritable signification. L'enveloppe, de couleur crème et portant l'entête d'un cabinet d'avocats qui ne m'était pas familier, arriva par coursier 3 jours plus tard. Avant même de l'ouvrir, j'en devinais déjà le contenu. Amalia avait entamé les démarches pour réclamer la propriété de la maison du quartier de Roma. C'était la même maison qu'Esteban et moi avions achetée fraîchement mariés, bien avant que son entreprise ne prospère, avant le manoir, avant tout. Nous l'avions conservée même après notre déménagement. Elle portait nos histoires, nos racines. Mon nom figurait sur l'acte de propriété original, mais selon ces nouveaux documents, la propriété était désormais légalement considérée comme une extension des biens matrimoniaux, soumise au testament révisé. Je disposais de 30 jours pour quitter les lieux. Je ne pleurais pas. Je pliais la lettre avec soin et la déposais dans le tiroir près de la cuisinière, le même où je gardais de vieilles photographies et des factures de service public. Je restai assise à la table de la cuisine un bon moment, traçant du doigt les motifs des veines du bois. Ce soir-là, le téléphone sonna peu après 10 heures. J'allais ne pas répondre, supposant que ce serait un autre vendeur ou un mauvais numéro. Mais la voix que j'entendis de l'autre côté était douce et dénotait de la nervosité. « Madame Morales, oui. J'étais l'une des infirmières qui se sont occupées de Monsieur Morales dans ces dernières semaines. » Une longue pause suivit. Elle lui a fait signer des documents alors qu'il était à peine conscient, quand il pouvait à peine respirer. Il ne savait pas ce qu'il acceptait. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Avant que je puisse même demander son nom, la communication fut coupée. Le lendemain matin, je me dirigeais directement vers l'agence bancaire de la rue Álvaro Obregón. Cela faisait des années que je n'avais pas ouvert le coffre-fort. Pas depuis qu'Esteban et moi avions liquidé d'anciens accords de fiducie. La plupart de nos papiers importants étaient déjà numérisés, mais j'avais toujours insisté pour conserver des copies physiques de tout, au cas où. L'employé me remit la clé et me guida jusqu'à la chambre forte au sous-sol. En ouvrant la petite porte métallique, un air sec et stagnant m'accueillit. Là, entre des certificats de naissance et des bons d'investissement, se trouvait une épaisse chemise en manille, étiquetée avec l'écriture soignée d'Esteban. Elvira, originaux, à garder avec le plus grand soin. Je la contemplai un instant avant de la prendre. Quelle que soit la bataille qu'Amalia croyait avoir gagnée, elle avait oublié un détail fondamental. C'est moi qui avais appris à Esteban à protéger ce qui comptait vraiment. Je n'avais pas échangé un mot avec Clara Randon depuis près de 5 ans, mais elle répondit à mon appel dès la première sonnerie. Elle fut directe. « Apporte-moi ce que tu as. Je t'attends ici. » Son bureau n'avait subi aucun changement. Il était toujours encombré d'étagères en chêne massif et de diplômes encadrés de l'UNAM et de Harvard. Clara s'était toujours projetée comme une femme qui ne ressentait le besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Elle nous servit du café à toutes les deux sans demander et ferma la porte derrière moi. Je fis glisser la chemise sur la surface de son bureau. Elle examina les documents, ses yeux se plissant et son front se fronçant au rythme de chaque page qu'elle tournait. En arrivant à l'accord de fiducie notarié, elle fit une pause et se pencha en arrière dans son fauteuil. « C'est de l'or en barre », déclara-t-elle à voix basse. « Il l'a signé il y a 8 ans, juste après qu'on lui ait diagnostiqué la première tumeur au foie.
Nous pensions qu'il nous restait plus de temps. Et il ne l'a jamais révoqué? Je secouai la tête. Personne d'autre, à part moi, ne connaissait son existence. Nous l'avons archivé de manière très discrète. C'était une mesure pour protéger notre patrimoine, au cas où les choses se compliqueraient soudainement. Il me nomme fiduciaire. Toutes les propriétés, y compris le manoir, passent à mon nom. Et, par la suite, à de futurs petits-enfants, si Amalia en a. Clara m'observa avec une expression qui frisait l'admiration. Cela invalide complètement le testament. Elle m'a considérée comme morte alors que je respirais encore, Clara. Je ne me suis pas confrontée à l'enterrement. Je n'ai pas crié quand elle a changé les serrures. Mais ceci... Je touchai doucement le papier. C'est ici que je trace la limite. Elle m'étudia un moment puis hocha lentement la tête. Nous allons déposer une motion pour contester le testament et, en même temps, invoquer la fiducie. Ce ne sera pas un processus facile, mais ce document est irréfutable. Tu as été silencieuse, mais tu n'étais pas aveugle. J'ai appris des meilleurs, répondis-je, mais mes mots eurent un poids plus grand que ce que j'avais anticipé. Car le meilleur, Esteban, n'était plus là, et la personne que j'avais le plus aimée en ce monde était maintenant quelqu'un que je devrais affronter devant un tribunal. Tandis que Clara commençait à préparer la première série de documents légaux, je croisais les mains sur mes genoux et regardais à travers la fenêtre de son bureau, vers la ville où j'avais construit toute une vie. Une tempête approchait et j'avais déjà trop attendu. Clara déposa la motion 2 jours après notre rencontre. Quand je rentrais chez moi, le registre du tribunal affichait déjà un numéro de dossier à signer, avec mon nom à côté de celui d'Amalia, exposé dans la froide neutralité de la typographie légale. Les rouages de la justice avaient commencé à tourner. Durant cette semaine, je passais des appels discrets à des personnes qui, autrefois, remplissaient les couloirs du manoir de leur activité et de leurs soins. Gouvernantes, chauffeurs, même la fleuriste qui livrait les mêmes lys blancs qu'Esteban, commandait pour notre anniversaire. La plupart ne travaillaient plus là. J'obtins des réponses courtoises mais professionnellement distantes. Un seul d'entre eux accepta de me rencontrer. Thomas Aguilar avait été notre jardinier pendant près de 12 ans. Nous nous retrouvâmes dans un petit café du quartier de Condesa. Ses mains étaient calleuses et sa voix était basse. Elle a commencé à nous remplacer tous dès que Monsieur Morales a été trop malade pour pouvoir se promener dans le jardin, me dit-il en sirotant un café qu'il toucha à peine. Elle a dit qu'elle voulait du personnel qui ne soit pas ancré dans le passé. Ce furent ses mots. Tous ceux qui me rappelaient « et vous ?» demandai-je. Il acquiesça. Au moment où Monsieur Esteban est décédé, il ne restait plus personne qui savait comment était cet endroit avant. En rentrant chez moi, je m'assis avec l'ordinateur portable qu'Esteban avait utilisé dans ses derniers jours, le même qu'Amalia n'avait pas jugé nécessaire de bloquer. Je n'avais pas de grands espoirs. Peut-être trouverais-je quelques courriels, des rappels de calendrier. Mais un message en particulier attira mon attention. Il avait été envoyé à un ancien contact personnel à lui, quelqu'un de ses jours dans la société d'investissement. Il n'y avait pas d'objet, juste une ligne de texte. S'il arrive quelque chose, Elvira sait où se trouve la vérité. L'horodatage indiquait qu'il avait été envoyé 5 semaines avant sa mort. Je le lus et le relus, essayant de déchiffrer le sous-texte de mots déjà si chargés de sens. Il ne m'avait pas parlé de ce message. Il ne m'avait pas prévenu des intentions d'Amalia. Mais au milieu du brouillard de ces dernières semaines, il m'avait laissé un signe. Pas pour les avocats, pas pour le public. Pour moi. Je me penchai en arrière sur la chaise et fermai les yeux. Le silence de la maison m'enveloppa comme une respiration retenue trop longtemps.
Quelle que soit la pièce du puzzle qui manquait encore, Esteban était convaincu que je la trouverais. Et cela signifiait qu'il était temps d'arrêter de se souvenir et de commencer à prouver. Clara agit avec célérité. Le document de fiducie que j'avais récupéré de la banque était dans un état impeccable, dûment attesté, notarié, et de plus soutenu par un registre de vérification numérique. La signature d'Esteban était nette, datée et stockée sur une plateforme de certification de temps que j'avais insisté pour utiliser lorsque les systèmes en nuage étaient encore une nouveauté en droit successoral. Il m'avait fait plaisir à l'époque. Maintenant, cette décision était mon bouclier le plus solide. Nous le présentâmes au tribunal avec la motion initiale. Le document stipulait sans ambiguïté que j'étais la fiduciaire de tous les actifs principaux, comptes financiers, propriétés et même propriété intellectuelle, jusqu'à ce qu'Amalia atteigne l'âge de 50 ans. Elle en avait 42. Cela me donnait 8 ans de contrôle. 8 ans qu'elle n'avait pas envisagé. La notification fut remise à Amalia dans son studio de yoga boutique à Polanco, en pleine classe, vêtue de leggings de couleur lilas et avec un micro-casque. Le coursier me raconta plus tard qu'elle ne montra pas la moindre altération. Elle accepta simplement l'enveloppe, lut la première page et poursuivit sa classe avec une sérénité totale. Le lendemain matin, un journaliste du Diario de Yucatan publia une brève note la citant directement. Ma mère et moi étions distantes. Elle a abandonné mon père bien avant son décès. C'est moi qui suis restée. C'est moi qui me suis occupée de tout quand il était au plus vulnérable. La note était accompagnée d'une photographie d'Amalia, aux portes de son studio, les bras croisés, avec une expression douce mais ferme. Le genre de visage qui gagne la sympathie de ceux qui ne lisent que les gros titres. Je ne répondis pas. Ni à la presse, ni aux murmures, ni aux voisins qui commencèrent à me présenter leurs condoléances, avec une tension palpable au marché, comme si j'étais la coupable de quelque offense impardonnable. Au lieu de cela, je renvoyai l'article à Clara, qui répondit par une seule ligne. Elle a mordu à l'hameçon. C'est tout ce dont nous avions besoin. Car si Amalia croyait vraiment que la fiducie n'avait aucune valeur, elle ne se serait pas tournée vers les médias. Elle n'aurait pas tenté de réécrire l'histoire avant que le tribunal ait eu l'occasion de l'entendre. J'imprimai l'article et le classai dans la même chemise qui contenait maintenant la fiducie d'Esteban, son courriel et une traînée de papier qui prouvait que cette bataille ne se livrait plus sur le terrain des émotions, mais sur celui des preuves. Et j'étais presque prête à mettre toutes mes cartes sur la table. La salle d'audience était petite, sans caméra de télévision ni grand jury, juste un éclairage tamisé et l'écho des chaussures sur le sol poli. Je m'assis à la table de la plaignante, à côté de Clara, les mains jointes. Le dossier de la fiducie reposait entre nous, comme un chapitre scellé, attendant d'être lu à haute voix. Amalia fit son entrée 5 minutes en retard, vêtue de noir, toujours de noir. Son avocat, un jeune homme volubile avec un excès de confiance, commença sa plaidoirie par un discours sur le devoir filial et l'usure émotionnelle. Il qualifia le testament révisé de « claire expression de la lucidité finale de M. Morales ». Mais la lucidité ne vide pas les comptes en banque. Quand Clara prit la parole, son ton était serein et précis, comme un scalpel. Elle commença par présenter la fiducie, notariée et horodatée, archivée tant en format physique que numérique. Elle apporta le registre prouvant la dernière date, à laquelle Esteban avait joui de ses pleines facultés mentales, soutenues par des rapports médicaux, et une déclaration sous serment de son médecin traitant. Puis elle procéda à la lecture du témoignage de l'infirmière. Sa propre voix trembla légèrement en relatant comment Esteban était à peine conscient, lors de la signature de documents qu'Amalia
avait qualifié d'urgent. Le juge ne l'interrompit pas une seule fois. Ensuite, les notaires témoignèrent. Celui qui avait certifié la fiducie originale et celui qui avait validé le testament contesté. Un seul d'entre eux se souvenait qu'Esteban parlait clairement, et ce n'était pas le second. Amalia ne me regarda pas dans les yeux à aucun moment. Pas même lorsque les relevés financiers furent présentés, révélant un transfert discret de près de 12 millions de pesos du compte d'Esteban à un compte au nom d'elle, effectué 3 semaines avant son décès. Ni lorsque le juge garda le silence pendant près de 30 secondes, avant de rendre son jugement. La fiducie, ayant été créée et préservée dans des circonstances légales et vérifiables, sera respectée dans sa totalité, déclara le juge. Le testament présenté par la partie défenderesse est déclaré invalide. Les mots résonnèrent dans la salle, sans qu'il y ait de célébration. Clara posa une main sur la mienne avec douceur, mais je ne bougeais pas. Amalia se leva. Elle ne prononça pas un mot. Les lèvres pincées et les épaules droites, elle fit demi-tour et quitta la salle comme quelqu'un qui abandonne une scène qui s'est effondrée. Je restai assise, même après que le juge se soit retiré et que la salle se soit complètement vidée. Car ce que j'avais défendu n'était pas seulement une maison ou un ensemble de comptes bancaires. C'était le droit de pouvoir dire qu'il ne m'avait pas oublié. Pas à la fin, pas quand cela comptait le plus. 3 semaines s'écoulèrent depuis le verdict. Les journaux qualifièrent cela de victoire silencieuse devant les tribunaux. Les voisins recommencèrent à me saluer normalement. Clara finalisa les dernières formalités. Les clés du manoir m'arrivèrent par coursier, accompagnées d'un inventaire manuscrit de ce qui restait à l'intérieur. Des meubles, des livres de contes, quelques peintures à l'huile qui avaient survécu aux rénovations d'Amalia. Je n'avais pas encore décidé de ce que je ferais de tout cela. Puis, un matin, juste à l'aube, mon téléphone vibra. C'était un message vocal d'un numéro non identifié. Sa voix semblait plus grave que dans mon souvenir. « Tu as tout pris. J'espère que tu es satisfaite. » Une longue pause suivit, comme si elle n'avait pas voulu ajouter autre chose. Mais elle continua ensuite. J'essayais juste de m'accrocher à quelque chose qui ressemblait encore à lui. Le message se termina en silence, sans excuse, sans colère. Juste ce mince fil de quelque chose qui ressemblait à du regret, bien qu'elle ne l'ait jamais nommé. Je ne la rappelais pas. À la place, je pris les documents de la fiducie, les mis dans une enveloppe en manille ordinaire et ajoutai une note laconique. Pour tes archives. Puis, avant de la sceller, je surlignai une ligne avec un marqueur orange. Ce n'était pas une clause légale. Elle n'avait aucun poids devant un tribunal. C'était un addendum qu'Esteban avait insisté pour écrire de sa propre main, caché presque à la fin, sous les signatures. Puisse cette maison, un jour, t'apprendre la véritable signification de la famille. J'envoyai l'enveloppe à son studio, sans expéditeur. Elle saurait de qui elle venait. Le jour suivant, je conduisis jusqu'au manoir pour la première fois depuis la décision de justice. Je me garai dans l'allée circulaire et franchis lentement les portes principales, les mêmes que j'avais choisies bien avant qu'Amalia n'apprenne à utiliser le silence comme une arme. L'air à l'intérieur était calme, intact. Son parfum s'était estompé. Ses meubles avaient été retirés. Ce qui restait, c'était l'espace, la lumière et la mémoire. Je m'arrêtais dans le vestibule et laissais le silence me parler. Puis je passais devant l'escalier, traversais les portes arrière et sortis dans ce qui fut autrefois mon jardin. Je ne m'y réinstallais pas. Non pas parce que je ne le pouvais pas, ni parce que les pièces conservèrent encore les ombres de sa présence.
Je n'ai pas emménagé parce que cette maison n'a jamais été destinée à être uniquement la mienne. Le manoir a toujours été un symbole de ce qu'Esteban avait construit, de ce que nous avions tenté de préserver. Mais les symboles se corrompent si l'on s'y accroche avec trop de force. Alors je l'ai donnée. Je l'ai offerte à la Fondation des Arts et de l'Éducation du Yucatan. Ils cherchaient depuis un certain temps un siège permanent pour leurs programmes extrascolaires et leurs ateliers communautaires. Ils disposaient désormais de 22 pièces et d'un jardin restauré. Ils me demandèrent s'ils devaient placer une plaque à mon nom. Je refusai. Je suggérais qu'ils utilisent celui d'Esteban, la Casa Morales, un héritage d'apprentissage et de communauté. Lors de ma dernière visite, avant de formaliser la donation, j'apportais avec moi un rosier. Il ne venait pas d'une pépinière, mais d'une bouture que j'avais moi-même conservée dans un pot en céramique, derrière la maison du quartier de Roma. C'était une pousse du jardin original, de notre jardin, celui que nous avions planté l'année de la naissance d'Amalia. Je creusais le trou moi-même, dans le coin où l'ombre tombait parfaitement. Je m'agenouillais sur la terre meuble et installais les racines avec soin dans le sol. J'avais mal aux genoux et mes mains n'avaient plus la fermeté d'antan, mais le rythme de la plantation m'était familier et réconfortant. Personne ne m'observait. Il n'était pas nécessaire que quelqu'un le fasse. En me relevant, en essuyant la terre de mes paumes, je sentis une légère brise qui balançait les feuilles. C'était le même coin où Esteban m'avait dit un jour que certaines choses ne sont pas construites pour durer éternellement, mais pour avoir un sens pendant qu'elles existent. On dit que les morts nous laissent des biens matériels, mais parfois, ils nous laissent aussi des choix. Et j'ai choisi de ne pas laisser la trahison devenir mon héritage. Les papiers furent signés cet après-midi-là. La fondation commencerait son travail le mois suivant. Je partis sans rien emporter sur la banquette arrière, hormis un pot de fleurs vide et une sensation de légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Parce que parfois, l'héritage le plus durable ne réside pas dans ce que l'on conserve, mais dans ce que l'on est capable d'offrir.